Il y a quelque temps, j'évoquais ces réalisateurs-auteurs, ces cinéastes qui impriment la pellicule de leur style reconnaissable entre tous. Dans cette famille assez peu nombreuse, on peut citer Brian De Palma, Martin Scorsese, Michael Mann, David Fincher et, bien sûr, Ridley Scott. Côté personnalité, Scott est peut-être le moins flamboyant de la bande, mais celui qui s'est frotté, et qui se frotte encore, à près de 84 ans, aux films les plus énormes. Pour preuve, ces deux derniers longs métrages qui sortiront fin 2021, Le Dernier Duel et House of Gucci. Comme Fincher, il vient de la pub, d'où une maîtrise visuelle infaillible, toujours présente même dans ses films les plus faiblards. Cette beauté de l'image, ce sens du cadre, pour lui, c'est le minimum syndical, ce qu'un cinéaste doit, quoi qu'il arrive, à son spectateur. De fait, tous ses films sont magnifiquement photographiés, et oui, même G.I. Jane. Ce sens ciné de l'esthétique aura au final desservi son œuvre aux yeux de la critique snobinard bien sûr, qui a fini par l'estampiller, ce pendant plus de 20 ans, comme le prototype même du réalisateur creux. Foutaise. Ça ne va pas vous surprendre, mais je prétends que la critique est une fois de plus passée à côté d'un grand cinéaste. Effectivement, il n'a jamais eu la carte, la faute à des projets pouvant plaire, oh sacrilège, au plus grand nombre, et comme d'habitude, cette presse-là a fait un 360 degrés lorsque l'ami Ridley est redevenu fréquentable à l'aube du XXIe siècle. Chapeau bas les gars, vous êtes toujours fidèles à vous-même, bravo. Au-delà de l'esthète, je pense qu'il y a surtout un grand conteur. Un metteur en scène qui a le luxe de choisir avec soin ses scénarios et qui fait tout pour les transcender et les rendre inoubliables. La nature discrète du bonhomme ferait presque oublier qu'il a déjà marqué d'une empreinte indélébile l'histoire du cinéma. Comment? En donnant le ton, ce grâce à une intuition hors pair et en signant des œuvres souvent novatrices qui ont influencé chaque décennie à venir. Exemple, en 1979, il réalise Alien, qui sera le premier film à introduire l'épouvante dans un cadre habituellement réservé au space opéra, à savoir les coursives d'un vaisseau spatial. Le contraste est saisissant, le film va influencer la gestion de la peur dans les films des années 80 et donner naissance, effet pervers oblige, à de nombreux succès d'années dont aucun ne sortira vraiment du lot. Alien est un chef-d'œuvre incontesté qui, 42 ans après, n'affiche toujours aucune ride. En 1982, Blade Runner arrive et déstabilise conjointement critique et public, pour le coup pas prêt à recevoir une œuvre qui s'avérera avoir 20 ans d'avance, et qui elle aussi va peser très lourd dans la cinématographie à venir. Bon, échec à sa sortie, film durablement culte aujourd'hui, Blade Runner est l'antithèse des films de SF de son époque, où règne encore en maître la saga Star Wars. Ridley Scott a pris le risque de proposer une œuvre adulte et s'est planté au box-office. Pas vraiment la démarche d'un faiseur bassement populaire et cherchant à tout prix à niveler par le bas. C'est malgré tout l'image que certains s'acharneront à lui coller par la suite. Quand 20 ans plus tard, il réalise Gladiator, il fait renaître ni plus ni moins un genre oublié, le péplum. Genre en partie enterré pour cause d'abondance de décors et de figurants impossibles à budgéter raisonnablement dans l'industrie cinémato-pragmatique du XXIe siècle. Grâce au numérique, il offre un spectacle flamboyant qui va relancer la mode des films épiques. Gladiator est le navire de proue qui va redonner le goût du grand spectacle à un jeune public désormais prêt à recevoir l'ampleur de sagas telles que celle du Seigneur des Anneaux. Et il y a tellement d'autres films brillants chez l'ami Ridley. Je vous donne mon tiercé personnel de tête. En 1, Kingdom of Heaven, version longue je précise, j'insiste, chef-d'œuvre total, parfait mélange d'intime et de colossal. En 2, American Gangster, passionnante histoire vraie, duel d'acteurs exceptionnels, Denzel Washington et Russell Crowe. Et en 3, je mettrai Cartel, son film le plus étrange, le plus noir, le plus désespéré. Et bon de Dieu, quel casting. Bon, avant de reconquérir le grand public avec Gladiator, il y a eu des années compliquées, les années 80-90. L'échec de Blade Runner va lui faire perdre son pouvoir décisionnaire, et il va souvent réaliser des œuvres de commande modestes, mais jamais bâclées. En 89, il réalise Black Rain, l'un des films les plus sous-estimés de sa carrière, qui s'avère être, 32 ans plus tard, je n'ai pas peur de le dire, un des marqueurs les plus importants du changement de décennie à venir et un enterrement de première classe du héros américain typique des 80s. Oui, j'assume. Black Rain, c'est l'histoire d'un flic new-yorkais, Nick,
et oui, comme dans Basic Instinct, dont Ridley Scott fait au début du film l'archétype du parfait connard. Il tue le temps en faisant des courses de moto illégales, il tabasse gratuitement les suspects, et, pire que tout, il affiche une coupe de cheveux totalement dégueulasse, mi-brushing, mi-mulet. Suicidaire, même pour l'époque. À travers ces clichés virilistes, visiblement assumés sur l'affiche du film, Scott fait montre de peu d'empathie avec son personnage et affiche une distance avec les actionneurs des années 80. Une nuance semble annoncer un peu de subtilité à venir dans son film. Son héros est tout de même accusé par la police des polices d'avoir volé l'argent d'un dealer. Et naïvement, nous, le public de 1989, bercé par des héros brutaux mais sans tache morale, nous nous sommes dit que c'était probablement faux. Le binôme de Nick, Charlie, est interprété par Andy Garcia, dont c'était le troisième grand rôle à l'écran. Un jeune chien fou tiré à 4 épingles et toujours de bonne humeur, soit l'opposé du personnage de Michael Douglas. Témoins d'un règlement de compte entre mafieux japonais, les deux hommes sont chargés d'escorter le principal suspect, coupable de 2 meurtres, dans son pays d'origine. Suite à un subterfuge, l'homme réussit à fausser compagnie aux 2 flics. Ces derniers, perdus dans un pays qu'ils ne connaissent pas et dont ils ignorent la langue, vont collaborer avec la police locale afin d'essayer de retrouver leur suspect, Sato, qui s'avère être en fait un parrain de la pègre en devenir. Pour leur prêter main forte, la police d'Osaka leur met à disposition un inspecteur sachant parler anglais, Masahiro Matsumoto, interprété par l'excellent Ken Takakura, star absolue au Japon, qui, pour info, avait déjà joué dans un autre film américain se déroulant sur le sol nippon, le magnifique Yakuza de Sidney Pollack en 1974. Tiens, il faudra vraiment que je vous en parle aussi de celui-là. Bon, sur le papier, rien de forcément emballant. Ça pourrait même vaguement évoquer le pas fameux Red Hit de Walter Hill, sorti un an plus tôt avec Schwarzenegger, double détente en français, dans lequel un flic russe coursait un compatriote dealer à New York et se retrouvait du coup en plein décalage. La réussite de Black Rain n'est pas dans son histoire, mais dans le traitement de son histoire. C'est là qu'un grand cinéaste réussit à transcender un scénario classique, quitte à le faire dévier de sa trajectoire. Scott le fait concrètement en modifiant quelque peu la trame initialement prévue et en s'appuyant sur 2 leviers qui fonctionnent magnifiquement dans le film, son aspect visuel et l'émotion véhiculée par les personnages. Côté visuel, Black Rain est une merveille. Aidé par le chef-op Yann de Monte et par une flopée de néons, le film est un quasi-remake esthétique de Blade Runner. Ce dernier était déjà sous influence japonisante. Black Rain reproduit ses éclairages et ses décors ancrés cette fois dans le monde réel. Bon, je le précise, le film ne contient finalement que 20% d'images réellement tournées au pays du soleil levant pour raisons logistiques. Le film regorge donc de plans magnifiques, qui n'ont pas ému grand monde à l'époque, mais qui, quelques années plus tard, auraient ravi la critique si Ridley Scott s'était appelé Wong Kar-wai. L'aspect léché du film ne vient jamais contredire l'émotion qui émane du récit, et qui prend à contre-pied le spectateur fan d'actionneurs balisés. La mort horrible de Charlie, piégé dans un parking et finalement décapité par Sato et son gang, vient marquer une rupture dans le long métrage. Contrairement à de nombreux films où le sidekick n'est là que comme faire-valoir ou pour justifier par sa disparition la vengeance du héros, c'est à la mort d'un vrai personnage à laquelle nous assistons. Un personnage solaire, optimiste, drôle, qui tente désespérément de faire le lien entre son partenaire irascible et l'inspecteur de police Matsumoto dans une inoubliable scène de karaoké. Son meurtre sauvage, survenant juste après cette scène comique, n'en est que plus difficile à accepter pour le spectateur, tout comme le personnage de Michael Douglas, littéralement brisé par l'événement. Le film prend alors son temps pour nous faire digérer la chose, au même rythme que son héros. Et comment vous dire, c'est très beau. Certains critiques n'ont pas voulu le reconnaître car ils avaient devant les yeux un film appartenant à un mauvais genre, mais je le réaffirme, le film est assez souvent poignant. Bien aidé par une bande originale de Hans Zimmer, encore à ses débuts, mais qui signe là une de ses plus belles partitions. La mort de Charlie va rapprocher les 2 inspecteurs.
et Nick va s'ouvrir lors d'une scène de repas où s'opère déjà un changement du personnage. Ce dernier va notamment révéler à son homologue qu'il a bien pris l'argent d'un dealer à New York. Un moment superbe, porté par des acteurs excellents. Michael Douglas est définitivement un des rois de l'intériorité, et tout en pudeur. He was a policeman. If you steal, you disgrace him. And yourself. Les mots simples de son collègue vont résonner en lui et influencer ses actes. Et oh, incroyable pour un film des années 80, Ridley Scott choisit de faire évoluer son personnage, choisit de lui permettre d'apprendre quelque chose. À ce stade, le gros héros bourrin du début du film est déjà largement oublié. À travers lui, Ridley Scott, une fois de plus éminemment visionnaire, semble parfaitement conscient du changement à venir dans les années 90 et de la perception future des héros de films d'action. Plus humain parce que bourré de défauts, plus fragile, doutant. Cette évolution fera le bonheur de scénaristes comme Shane Black, dont les œuvres vont se nourrir de ce principe du héros loser. Et pour ceux qui douteraient des intentions de Scott, il suffira de se pencher sur la fin qu'il a décidé de modifier in extremis, cette fin initialement totalement bourrine et inféodée aux conventions de l'époque. Le héros, Sato, une ordure intégrale, devait finir empalé sur un pic grâce aux bons soins de Michael Douglas. Et je me souviens que dans la salle, moi inclus, nous voulions vraiment tous voir ça. Nous voulions ce final ô combien cliché, mais hautement satisfaisant. Et tout est filmé dans une logique qui ne laisse aucune place au doute. Eh ben non. Ridley Scott persiste et signe, son héros a bel et bien changé. Et il choisit la voie de l'apaisement en livrant Sato à une police locale ébahie. Pour affirmer encore plus ce constat, il finit par donner les plaques servant à faire de la fausse monnaie et récupérer lors de l'affrontement final à un Matsumoto qui n'en demandait pas tant. Cette conclusion anti-spectaculaire, qui privilégie une philosophie plus japonaise que celle du Hollywood des années 80, a peut-être coûté cher en termes de box-office. Le film a coûté 30 millions et n'en a rapporté que 46 aux USA. Mais confirme le goût de Ridley Scott pour des œuvres adultes qui peuvent éventuellement faire réfléchir, ce malgré un habillage de blockbuster souvent trompeur. Bon, malgré quelques micro-défauts liés au code de l'époque, je pense à quelques plans typiquement 80s dans les scènes d'action, ou au plan qui clôture le film, qui, s'il est loin d'oblitérer les 120 minutes qui ont précédé, est une concession flagrante à l'esprit winner de l'époque. Black Rain est ce que Ridley Scott a fait de mieux entre 1982 et 2000. Il serait même dans mon top 5 si j'avais pas eu la mauvaise idée de faire un top 3 tout à l'heure. Bon, c'est à l'instar du Yakuza de Pollack, il faut vraiment que je vous en reparle de celui-là, un des films américains les plus respectueux de leur terrain de jeu, à savoir le Japon. Je vous invite donc à redécouvrir d'urgence, ils viennent d'ailleurs de sortir en Blu-ray, je crois, ce long métrage presque déjà oublié par certains, mais qui vaut tellement plus que ce que croient beaucoup. Salut les amis!